Bonjour et bienvenue à Hob City Chess. Aujourd'hui, on va simplement parler d'un autre Trade Secrets, de ce livre-ci, d'Andrew Soltis. Et c'est saisir la septième ou la deuxième. Anyway, c'est en notation descriptive, c'est la septième. Alors, saisir la septième, c'est-à-dire, ici, c'est mettre, ce qui veut dire, c'est mettre une tour sur la septième. Alors, soit là, et pour les noirs, ce serait là. On sait, j'espère que vous savez, c'est une stratégie, je sais pas si c'est une stratégie, mais c'est un coup, c'est une stratégie où est-ce que qui est très importante à connaître comme joueur d'échecs, que lorsque tu as une tour et deux encore plus sur la septième, c'est extrêmement critique, une position critique, et c'est extrêmement difficile pour l'adversaire de faire quelque chose. Donc ici, on va regarder un exemple qui lui a sorti. Et c'est l'exemple d'une partie jouée à Amsterdam en 1994 par le fabuleux Vassili Ivanchuk contre Nigel Short. Alors, c'était cette position ici. Je trouve que c'est une position qui est assez instructive, qui démontre bien jusqu'à quel point ça peut être important d'avoir une tour active quand tu t'en vas en fin de partie. C'est très important, même probablement plus important qu'avoir un pion de plus ou de moins, une tour ou des tours actives. Et de mettre cette tour-là sur une rangée ou une colonne. Ici, c'est sur la septième, finalement. Mais une tour active, et c'est très, très important. Et on va voir ici qu'il a combiné les deux choses. Sa tour, bien sûr, si tu regardes sa tour à Ivanchuk, est bien plus active que la tour à Short qui est prise là d'une certaine pour l'instant. Fait que ce que Ivanchuk a fait, il a joué cavalier D5. Alors, avec cavalier D5, ce qui se passe, on va regarder certaines suites après. Là. On a, par exemple, c'est pas le coup qui a été joué dans la partie, mais supposons que les noirs auraient essayé C6, ok? Enlever le cavalier de là. Alors, ce qui serait passé, échange, prend et joue G6, avec l'idée de jouer tour F7 à un moment donné. Alors là, on peut se dire, ok, ben, si les noirs jouent la tour F8, et là, c'est là probablement la grande capacité de calcul de ces joueurs-là. Ivanchuk et probablement Short ont vu que les blancs gagnaient après avoir échangé les tours. Et c'est tout... alors, c'est joué un peu ici comme roi H5, c'est un Zugzwang, ça veut dire que les noirs sont obligés de jouer un mauvais coup pratiquement. Donc, les blancs vont réussir à l'aide du genre de coup de plus qu'ils ont à positionner le roi et forcer les noirs à donner ce pion-ci finalement. Alors, ouais, c'est quand même, fallait quand même regarder, calculer un peu pas mal. Là. Mais l'idée quand même, c'est d'amener la tour à F7. C'était ça l'idée, c'est d'avoir une tour plus agressive et plus active que l'adversaire. Donc, en jouant cavalier D5, il y a aussi... c'est ça, cavalier D5, c'est ça. Mais c'est très beau l'histoire de la finale, les deux rois contre les pions qu'on vient de voir. Alors, cavalier D5, bon, ben finalement, il prend. Il pense, ok, il prend, et il prend avec le roi. Un pion, ok. Alors, les noirs ont un pion de plus. Mais regardez le coup, bien sûr, qu'on attend tous, tour F7. Alors, là, tour F7 attaque le pion C et rend la tour encore plus active que ce qu'elle était. Donc, il y a certains coups que les noirs auraient pu jouer ici. On va regarder ce coup ici. Roi D6.
Alors, roi D6, le roi va à F3. Et ce qui se passe, c'est que les noirs n'ont plus de coups très utiles ici. Par exemple, B6. Il faut qu'ils trouvent un coup. Ce qui se passe, c'est que la tour F7 rend la tour G8 esclave du pion G7. Okay? Si elle le laisse, ben, il se fait capturer, c'est terminé. Ça fait B6, c'est capture B, c'est capture B, capture B, c'est capture B. Le roi va à E4, roi E6, attaque la tour. Mais là, la tour va à B7. Alors, la tour attaque ici, puis elle maintient cette pression-là sur le pion G6. On a B5, B5, et après, tour B6, échec, capture. Donc, c'est ça. Et là, tout échec, et capture probablement, capture le pion ici. Capture, c'est terminé. Donc, si on revient, par exemple, on va revenir à lorsque la tour a été à F7. Les noirs, eux, ont choisi finalement de jouer B6 ici. Tour capture C, B capture A, puis on doublé, et les noirs ont perdu à la suite de roi F3. Tour F8, échec, oui, mais roi E3. Et là, le pion, il ne faut pas oublier que la tour était esclave du pion. Le pion est toujours attaqué. Donc, il décide de jouer H6. Et tour capture G7. Et c'est ça, c'est terminé. Donc, on voit que saisir ici la septième était très important. Bien sûr, ce genre de finale-là, pour des joueurs plus normaux, peut être un peu difficile à gagner, là, mais vous pouvez vous amuser à voir comment vous auriez fait, qui est un bon exercice en soi. Supposons qu'il aurait joué qu'il aurait ramené à nouveau, il aurait ramené à nouveau la tour à G8, mais la tour A7 aurait terminé le bal. Alors, ça, c'était une partie très intéressante. Le deuxième exemple que Solstice a, c'est une partie de Kasparov-Karpov du championnat du monde 1984. Et je me suis aperçu que dans ce qu'il a écrit, il y a une erreur. Et c'est une erreur quand même importante un peu. Mais on va regarder quand même ce qui n'est pas l'erreur. Alors, on ne va pas regarder la suite nécessairement que la partie a été jouée, mais on va regarder ce qui aurait dû être joué. Alors, ici, c'était aux Blancs à jouer. Puis les Blancs ont décidé une finale complexe quand même, plus complexe que ce que ça peut avoir de l'air. C'est ce qui se passe si les Noirs jouent la tour à 8, puis après ils commencent à pousser le pion, ça va être difficile pour les Blancs d'arrêter ça. Mais ici, dans ce cas ici, c'est réussir à attaquer les pions du roi en apportant la tour sur la septième, qui aurait pu permettre aux Blancs d'annuler la partie. Donc les Blancs ici aurait dû jouer tour E5. Tour E5 pour apporter la tour ici. Fait que les Noirs ne peuvent pas vraiment perdre trop de temps ici. Ils continuent avec l'idée. Et regardez, tour E6, roi C5. La tour se rend à E7. Et ici, ce qui se passe, c'est que les deux pions du bord roi vont finir par tomber. Les Blancs vont avoir le temps de ramener la tour pour empêcher le pion de passer. Et ici, il donne comme exemple A5, tour prend A, A4, tour prend, hein, échec, roi bouge, disons roi B4, tour C1, A2 et tour A1. Puis là, ça devrait lui permettre ça. De capturer ici, puis d'avoir une nulle selon l'auteur du livre. Celle-ci, j'aime un peu moins l'exemple, mais ça montre quand même, si on prend l'idée quand même, ça montre quand même les ressources que mettre une tour sur la septième peut
vous donner. Et je sais que c'est quelque chose que l'on dit souvent, c'est une recommandation, disons, un conseil que l'on dit souvent, c'est de, si tu peux mettre ta tour sur la 7e, fais-le. Mais c'est intéressant de voir des exemples comme ça de grands joueurs. Maintenant, on va aller voir une partie que j'ai jouée. Ça, ce n'est pas par rapport à saisir la 7e. C'est une partie que j'ai jouée que je trouve un peu intéressante. Et ça montre aussi que même quand on joue rapidement, on peut quand même faire des parties qui sont pas si pires. Malgré que ici, c'était un petit peu plus basé quasiment sur un peu plus basé sur l'instinct un peu. Alors, on va voir. J'avais les blancs. J'ai joué E4. D4. Oups. Et regardez bien ici. OK. Cavalier F6, fou F4, G6. Alors là, j'ai décidé de jouer cavalier C3. Il a fait jouer fou G7. Donc, on voit que l'ordi ne semble pas trop excité de ce coup-là. Ensuite, j'ai fait E4. Alors là, je me suis remis dans... Une fois fou G7, j'ai pensé, OK, je vais jouer E4. Puis là, ça devient pratiquement début de E4. Genre d'espèce de pirque. Ça fait... j'ai joué E4, c'est ça. Puis bien sûr, maintenant, les intentions des deux adversaires vont être assez agressives, particulièrement, vont être assez agressives, oui. Là, j'ai joué Dame D2, et là, on voit bien que l'idée, c'est bien sûr de... Oups, c'est bien sûr de réussir à attaquer du bord du roi, du petit roc noir, puis les blancs, eux autres, veulent faire le grand roc. Alors ça, c'est pas une position exceptionnelle, c'est très commun, j'ai joué, je me souviens quand je commençais à jouer aux échecs, je commençais à jouer dans les tournois d'échecs, il y avait un joueur qui jouait beaucoup la Sicilienne Dragon. Et c'est pratiquement ça l'idée. Dans certaines variantes de la Sicilienne Dragon, les blancs vont faire le grand roc, les noirs vont faire le petit roc, puis après chacun des deux camps va essayer d'arracher la tête de l'autre, finalement. Ça fait... ici, j'ai poursuivi avec... est-ce que j'ai... OK. Petit roc. OK. J'ai fait H4 tout de suite. Moyen comme coup, comme vous pouvez voir sur l'ordinateur. Mais dans la pratique et dans une partie de 5 minutes chaque, dans un blitz, c'est pas si pire. Il a joué H5, que j'ai trouvé un peu étrange, mais en même temps, H5 peut être vu comme j'arrête le pion H de jouer à H5. Alors là, le jeu, c'est qui est-ce qui va être le plus rapide à attaquer l'autre. J'ai fait le roc. Il fallait bien que je rock à un moment donné. Et là, il a joué. Et là, c'est ça. Quand tu es attaqué comme ça, c'est mieux pas perdre des coups, surtout des rocks opposés. L'idée, ça aurait été probablement d'essayer de jouer au centre ou sur l'aile dame pour essayer de créer des chances pour les noirs. Mais là, lui a décidé de devenir un peu trop défensif peut-être, mais passif aussi. Le roi H7 était un peu différent pour moi. Ça fait que là, j'en ai profité pour jouer mon cavalier à F3, donc développer mes pièces rapidement, comme on a vu dans certaines de mes vidéos que j'ai faites, grand maître contre amateur. On voyait bien que les grands maîtres ne perdaient jamais leur temps à autre chose à l'ouverture que développer les pièces. Fait que j'ai continué à développer mes pièces. Il a joué fou G4 qui semblait clouer mon cavalier sur la tour, mais malheureusement ici, ça m'a permis de faire échec au roi. Puis, ensuite,
gagner un coup pratiquement, et ensuite jouer plus qu'un coup, 2 coups. F3 pour attaquer le fou. Alors, son fou a reculé. Et là, comme vous pouvez voir, je commence à avoir pas mal de pièces dans ce côté ici. Ça fait que j'ai poursuivi avec G4 pour essayer de déstabiliser mon adversaire. Ici, c'est sûr qu'il aurait probablement pu prendre le pion, mais rendu ici, avec le coup E5 aussi qui s'en vient ici, qui est très dangereux. Rendu ici, les Blancs ont un bel avantage. Puis, c'est très difficile pour les Noirs de contrôler ce qui va se passer. Les Noirs ont décidé de prendre, et moi, j'ai joué H5 ici, pour voir qu'est-ce qu'elle est sa réaction si elle allait prendre avec G. J'allais pousser ici, puis avoir une attaque, une grosse attaque. Et s'il prenait avec le cavalier, j'ai regardé la position, puis ça, c'est ici qui est intéressant. Par le passé, j'aurais probablement beaucoup calculé, malgré ici, c'est une partie de 5 minutes chaque, mais là, on a juste 4 minutes, j'ai juste 4 minutes 12 de prix. Mais ici, étant donné le nombre de parties que j'ai vues et de la manière que les pièces étaient placées, je savais, j'avais une très bonne idée que prendre le cavalier avec la tour et perdre l'échange était probablement gagnant pour moi. Il fallait quand même que je trouve la suite gagnante, je suis d'accord. Mais on voit que la dame va aller très rapidement après. Il y a plusieurs coups intéressants et c'est ça. Madame va tout de suite rapidement attaquer le pion H qui n'est pas défendable. Cavalier n'est pas encore sorti. Qui va faire attention au monarque? Alors, et ça, c'est des sortes d'attaques communes. Là. C'est très commun, là, ce genre de sacrifice-là. Alors, regardez bien, là. Et on voit aussi que les Noirs ne touchent même pas mon roi. Alors, dame H2, ici, il joue F6 pour essayer de s'en sortir. Je fais échec au roi, je sors ma dernière pièce qu'il n'avait pas jouée. Protège, je capture, ici, une fourchette, il prend, je prends, échec, il peut juste jouer la tour, et je prends avec la dame, il joue dame E7, là je prends le temps de prendre le pion G, et après tour G1, il a joué son roi pour déclouer son fou, mais ce qui se passe, c'est que tout vient à l'attaque, et rendu ici, il a abandonné. C'était trop de pression d'un seul coup. Là, je regarde que madame, il y avait de multitudes de façons. Ça n'allait pas bien du tout pour mon adversaire. C'était terminé. Alors, mais ça qui est quand même étonnant, si on regarde comme l'analyse leur dit, c'est une partie courte quand même. Je pense. Oui, 21 coups. Quelqu'un peut... mais j'ai juste 15 centipions, OK? Puis moi, d'habitude, c'est pas... Tu sais, je fais pas ça souvent, avoir si bas de centipions que ça. Mais la raison, c'est parce que mon adversaire n'a pas bien joué. Il m'a laissé la chance d'attaquer comme j'ai fait. Et j'ai réussi à trouver les bons coups. Quelqu'un peut penser, ouais, mais il fait... Ben oui, mais il y a des fois que quand tu attaques de cette façon-là, puis que tu as souvent réussi à... est-ce que tu as souvent étudié ce genre d'attaque-là, tu comprends que c'est gagnant finalement. Alors, c'est une petite partie pour vous montrer surtout pour vous montrer, OK, les Blancs, oui, c'était bien le fun, mais montrer que de ne pas perdre de coups quand ça devient des rocs opposés, l'important vraiment, c'est de ne pas perdre de coups comme mon adversaire a fait, surtout comme roi H7, qui était moyen, suivi de fou G4. Okay? Fait que là, après ça, c'était terminé. Il perdait là, il perdait là. Donc,
l'idée aurait été probablement plus d'essayer de faire de quoi au centre, de pousser C5 à un moment donné, pas tout de suite, mais à un moment donné, essayer de pousser les pions du bord dame, peut-être C6 aussi à la place. Ça fait, c'est sûr que quand tu joues ça avec les noirs, il faut que tu connaisses ce que tu fais, parce que ça peut virer très dans des positions très difficiles. J'ai joué aussi une partie qui ressemblait à ça sur chess.com contre un joueur de 2000 sur chess.com que j'ai gagné dernièrement, qui ressemblait à ce genre de partie-là, mais qui était un peu plus, peut-être plus intéressante, peut-être moins pédagogique, mais plus intéressante, qui avait comme thème ce genre d'attaque-là. Alors, merci à tous. J'espère que vous allez bien. Puis, je pense de plus en plus à renouer avec les tournois en ligne parce que ça n'a pas de l'air que je vais être capable de faire aucun autre tournoi. Mais les tournois en ligne qui sont cotés de la Fédération canadienne, ça fait... C'est un petit peu difficile quand quand ta cote, tu l'as faite à l'aide de tes connaissances face à face, mais aussi, je veux dire, à l'aide... Tu sais, tu t'as déplacé pour avoir ces points de cote-là. Tu as été... moi, c'est des heures. Me rendre à Lille ou me rendre à Halifax, tu as été déplacé, tu as fait ces points-là de cette façon-là. Tu as été à Saint-Jean, c'est à 1h30 ici, ou quelque chose de même. Puis là, tu t'en vas en ligne contre des joueurs que tu n'es pas tout à fait tout le temps sûr, certains joueurs qui jouent sans aide, et ça me fatigue. Puis tu vas aller, puis tu sais pas, c'est comme... Et la grosse différence aussi de cote entre la cote de la Fédération canadienne et les cotes en ligne, ça te fait réfléchir aussi. Alors, je ne suis pas certain, mais je pense que j'ai pas grand choix. Alors, à la prochaine. Hop City Chess!